19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. Gaza toujours sous les bombes au 123e jour du génocide sioniste. Des dizaines de civils ont été tués et d'autres blessés dans différents bombardements sur plusieurs quartiers de l'enclave. Réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, Ammar Benjama réitère l'appel de l'Algérie à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et affirme que les récentes frappes aériennes visant l'Irak et la Syrie risquent d'aggraver encore davantage une situation déjà précaire. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, reçoit un appel téléphonique du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Les deux parties ont échangé les vues au sujet des derniers développements de la situation à Gaza. Et puis nous reviendrons sur les préparatifs du 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz prévu à Alger. Le ministre algérien de l'énergie et des mines a reçu une délégation du GECF et a inauguré la plateforme numérique spécialement dédiée à l'événement. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, l'actualité de ce mardi marquée par ces nouveaux massacres à Gaza au 123e jour du génocide perpétré par l'occupant sioniste. Des dizaines de civils ont été tués et d'autres blessés dans différents bombardements et assauts des forces d'occupation contre plusieurs quartiers de l'enclave. Et au moins 4 personnes, dont 2 enfants, ont été tuées ce lundi dans une frappe aérienne qui a touché une maison à Rafah. Les 4 victimes ont été enterrées aujourd'hui. C'est l'injustice de l'occupation israélienne. C'était un enfant, joué. Regardez comment son cerveau a explosé. Qu'a fait cet enfant de presque de 3 ans et demi? Qu'a fait cet enfant au lâche, ennemi criminel israélien? 3 ans et demi. Qu'a-t-il fait? Ils ont arraché un morceau de mon âme et de mon cœur. Rien que durant les dernières 24 heures, 13 massacres ont été commis, faisant 113 victimes et 205 blessés. L'armée de l'occupation sioniste a fait exploser une zone résidentielle dans le quartier de Jorat al-Aqad et détruit une maison à l'ouest de l'hôpital Nasser à Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza, faisant là aussi plusieurs martyrs et des blessés. Et face à la cruauté du génocide à Gaza, la résistance palestinienne cause au quotidien d'énormes pertes humaines et matérielles aux forces sionistes engagées sur le terrain. Sur une vidéo publiée par les brigades Azz ad-Din al-Qassam et les brigades Al-Quds du djihad islamique, on voit clairement les résistants tirant plusieurs obus de mortier depuis la bande de Gaza en riposte aux crimes commis par les forces sionistes. Et le bilan des victimes ne cesse de s'alourdir. Depuis le 7 octobre dernier, 27 585 personnes sont tombées en martyrs, en majorité des femmes et des enfants. Les étudiants ne sont pas épargnés. Ils sont à ce jour 4 895 à avoir été lâchement assassinés depuis donc le début du génocide. 400 écoles ont été bombardées, selon les autorités sanitaires palestiniennes. Près de 67 000 Palestiniens ont été blessés, tandis qu'environ 8 000 autres restent sous les décombres et sur les routes où les forces d'occupation empêchent les ambulances de leur porter secours.
En déplacement au Liban, où elle a été reçue par le Premier ministre par intérim Najim Mekati, la directrice des affaires de l'UNRWA au Liban, Dorothy Klaus, est revenue sur la situation humanitaire en Palestine et à Gaza, plus précisément, qui selon elle risquerait de prendre plus d'ampleur si les 19 donateurs venaient à maintenir leur décision de suspendre leur financement. Pour Dorothy Klaus, l'agence est en mesure de continuer à fournir des services jusqu'à fin mars, assurant que l'UNRWA n'a aucune visibilité sur la suite des opérations. In case funding does not resume, Si le financement ne reprend pas, 250 000 Palestiniens ici au Liban seront touchés. Cela concernera 40 000 enfants qui fréquentent les écoles de l'UNRWA, 200 000 patients qui viennent dans nos cliniques de soins de santé primaires, 50 000 patients qui nécessitent une assistance hospitalière critique chaque année. Nous avons 600 patients atteints de cancer qui dépendent des médicaments que nous cofinançons et nous avons 12 camps de réfugiés palestiniens au Liban où l'UNRWA collecte les ordures. Tout cela serait en péril et il n'est absolument pas entendu qu'une autre partie puisse intervenir. On reste à Gaza pour revenir sur le sort de nombreux journalistes qui, pour informer le monde des atrocités que subit le peuple palestinien, ont décidé de rester à Gaza, parfois au péril de leur vie et de celle de leur famille. Selon un dernier rapport publié par le syndicat des journalistes, 122 journalistes ont été délibérément pris pour cible depuis le début de l'agression sioniste sur Gaza. Rien que durant le mois de janvier dernier, 135 agressions de journalistes ont aussi été enregistrées, faisant 14 victimes. Mahmoud Abbas a réitéré l'importance de soutenir l'adhésion de la Palestine aux Nations Unies en tant que membre à part entière, affirmant que ce statut permettra davantage la mise en œuvre de la solution à deux États consacrée par les résolutions onusiennes. Le président palestinien s'exprimait hier lundi lors d'un entretien avec le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, à Ramallah. Mahmoud Abbas a également appelé à l'organisation d'une conférence internationale de paix pour mettre en place un plan de paix global avec des garanties internationales et un calendrier précis. Et puis sachez que la mosquée Al-Aqsa, une fois de plus, été prise d'assaut par des dizaines de colons ce mardi. Des colons qui ont effectué des marches provocantes et des rituels talmudiques, le tout sous la protection de la police de l'occupation. La police qui empêchait également les fidèles d'accéder à la mosquée sainte. Voilà donc concernant le génocide à Gaza. Au Liban, une frappe aérienne sioniste a touché le village de Tahir Harfa, à la frontière du sud du pays. Depuis le déclenchement de l'agression sioniste sur Gaza, il faut savoir que la frontière entre les territoires palestiniens occupés et les territoires libanais est le théâtre d'échanges de tirs quasi quotidiens entre l'armée de l'occupation et le Hezbollah. Les représentants permanents de l'Irak et de la Syrie auprès des Nations Unies ont fermement condamné la violation par les États-Unis et de leur sécurité souveraine lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les États-Unis qui ont, on le rappelle, lancé vendredi dernier des frappes aériennes en Irak et en Syrie en représailles à une attaque meurtrière contre une base militaire américaine en Jordanie. Les administrations américaines successives ont abusé de leur statut de membre permanent du Conseil de sécurité et se sont profondément immiscées dans les affaires intérieures d'autres pays, y compris de mon pays, la Syrie. Elles ont formé des coalitions militaires en dehors du cadre des Nations Unies et de la légitimité internationale sur laquelle sont basées les relations internationales, en commettant des actes d'agression et d'occupation, exerçant des pressions et du chantage, punissant et étouffant collectivement les peuples avec des mesures coercitives unilatérales et des blocus immoraux
et inhumain. De telles violations imposent la loi de la force sur la force de la loi. في تغليب لقانون القوة على حساب قوة القانون. السيد الرئيس يدين العراق بشدة. Le président irakien condamne fermement les attaques américaines qui ont visé des positions militaires en Irak dans la nuit du 3 février et qui ont fait des dizaines de morts et des martyrs parmi le personnel et les civils. Il s'agit d'une grave attaque contre les autorités officielles de sécurité irakiennes et cela constitue une violation de la souveraineté irakienne ainsi que de sa sécurité et une transgression flagrante des lois qui régissent les relations entre les États. Les frappes qui ont touché l'Irak et la Syrie vont exacerber la situation déjà extrêmement précaire dans la région, selon l'ambassadeur Ammar Benjama, représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies. Le Moyen-Orient est au bord de l'effondrement. Les frappes aériennes qui ont pris pour cible l'Irak et la Syrie ce week-end vont très probablement exacerber la situation déjà extrêmement précaire dans la région. Ceci pourrait mener à davantage de tensions, à une escalade. Nous réaffirmons notre soutien à la souveraineté, l'intégrité territoriale et la sécurité de l'Irak et de la Syrie. Les peuples frères de la Syrie et de l'Irak méritent de vivre en paix et dans la prospérité. Et face à cette situation qualifiée de très grave, l'Algérie appelle à la retenue. À la lumière de la situation très grave que nous vivons, nous appelons les parties à faire preuve de retenue et à éviter de prendre des mesures qui pourraient mener à une escalade de la situation. La région ne saurait supporter davantage de tensions. Nous sommes convaincus que la force n'est pas et ne sera jamais la manière d'imposer la paix et la stabilité. L'histoire nous a prouvé que la force ne mène qu'à instabilité et animosité. Aujourd'hui, nous défendons le dialogue et une action collective pour combler les différences qui nous opposent et promouvoir une prospérité partagée. Laissons de côté la violence, la dissuasion ou la punition et travaillons tous à l'avènement d'un Moyen-Orient apaisé. Et alors que le risque d'escalade au Proche-Orient s'intensifie de jour en jour, l'ONU appelle les parties à empêcher cette escalade. J'appelle le Conseil à continuer de coopérer activement avec toutes les parties pour empêcher une nouvelle escalade et une aggravation des tensions qui sapent la paix et la sécurité régionale. Je répète l'appel du secrétaire général à toutes les parties à s'éloigner du précipice et prendre en compte le coût humain et économique insupportable d'un possible conflit régional. Il est clair que les frappes des États-Unis sont spécifiquement et délibérément destinées à attiser le conflit. Tous les groupes de résistance de la région sont indépendants et leurs décisions et actions sont motivées par les droits légitimes que leur confère le droit international, à savoir la fin de la présence illégale des États-Unis sur leur territoire, l'arrêt du génocide à Gaza et la fin de l'occupation des terroristes palestiniens. Par conséquent, toute tentative d'attribuer ces actions à l'Iran ou ses forces armées est trompeuse. Son fondement est inacceptable. L'Iran n'a jamais cherché à ce que le conflit déborde dans la région. Et à propos d'escalade des tensions et des violences dans la région, les Houthis ont annoncé avoir tiré des missiles sur deux navires en mer Rouge, causant des dommages mineurs à un cargo qui naviguait au large de Hodeïda. Les Houthis qui ciblent, on le rappelle, des navires commerciaux avec des drones et des missiles depuis la mi-novembre en acte de solidarité avec les Palestiniens. Les forces navales des forces armées yéménites, avec l'aide de Dieu, ont mené 2 opérations militaires en mer Rouge. La première visait le navire américain Star Nazia, tandis que l'autre visait le navire britannique Morning Tide. Les 2 navires ont été ciblés à l'aide de missiles navals appropriés
et les frappes ont été directes et précises. Les forces armées yéménites mèneront davantage d'opérations militaires contre toutes les cibles américaines et britanniques hostiles dans les mers d'Arabie et la mer Rouge. C'est de notre droit de répondre à l'agression et de notre droit de défendre notre Yémen bien-aimé et son peuple. Dans l'actualité également, et en marge de sa participation en tant que représentant du président algérien Abdelmadjid Tebboune à la réunion du comité de l'Union africaine de haut niveau sur la Libye, dans la capitale congolaise Brazzaville, le Premier ministre Nader El-Harbaoui a rencontré l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye, Abdoulaye Bathily, l'occasion pour lui d'exprimer sa grande appréciation de l'engagement du président Abdelmadjid Tebboune à soutenir la voie de la réconciliation nationale en Libye. Les deux parties ont également examiné les moyens de soutenir les efforts déployés par les Nations Unies en vue d'accélérer le processus de règlement politique dans le pays. La République algérienne démocratique et populaire. Le chef du gouvernement algérien s'est aussi entretenu avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, au sujet des questions inscrites à l'ordre du jour des travaux du prochain sommet de l'Union africaine, ainsi que les moyens de renforcer le rôle de l'organisation panafricaine face aux défis auxquels elle est confrontée, notamment en matière de paix, de sécurité et de respect des régimes constitutionnels. Les deux parties ont également examiné la situation et des crises au Sahel et au Soudan. Et puis par ailleurs, Nader El-Harbaoui a dans le même contexte rencontré le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Le président congolais a chargé le Premier ministre de transmettre ses salutations ainsi que sa grande estime au président Tebboune, saluant les entretiens approfondis qui les ont réunis lors de la conférence de Berlin sur la crise libyenne en janvier 2020, ainsi qu'en Algérie en juillet 2022 à l'occasion de sa participation aux festivités célébrant le 60e de l'indépendance algérienne. Et puis de son côté, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a reçu ce mardi un appel téléphonique du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Les deux parties ont échangé les vues au sujet des derniers développements de la situation à Raza. L'accent a été mis sur le projet de résolution soumis par l'Algérie au Conseil de sécurité sur instruction du président de la République Abdelmadjid Tebboune dans le but de donner un effet exécutoire à l'ordonnance de la Cour internationale de justice sur les mesures conservatoires qui s'imposent à l'occupation sioniste. Dans ce contexte, il a eu lieu de rappeler que ce projet de résolution vise principalement à établir un cessez-le-feu durable à Raza et à assurer la protection des civils ainsi qu'à promouvoir l'accès sans entrave à l'aide humanitaire. Et plus tôt dans la journée, le chef de la diplomatie algérienne s'est entretenu au téléphone avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République de Serbie, Ivica Dačić. Les entretiens ont porté sur la prochaine session du Conseil de sécurité concernant la situation au Kosovo, qui se tiendra à la demande de la Serbie. Les deux parties ont également discuté de l'évolution de la situation sécuritaire et politique dans la région du Sahel, ainsi que des efforts algériens pour le règlement des conflits et des crises dans son pourtour régional par des moyens pacifiques en privilégiant le dialogue et la négociation. Le chef d'état-major de l'armée algérienne, le général d'armée Saïd Chengreha, a été reçu ce lundi par le ministre de la Défense des forces armées saoudiennes, le prince Khalid Ben Salman Ben Abdelaziz Saoud, dans le cadre de sa visite au Royaume d'Arabie Saoudite en qualité de représentant du président Abdelmadjid Tebboune. L'audience a été consacrée à l'évaluation de l'état de la coopération bilatérale militaire entre l'Algérie et le Royaume d'Arabie Saoudite. Saïd Chengreha a d'ailleurs prononcé une allocution dans laquelle il a salué les liens bilatéraux historiques solides entre les deux pays, soulignant la volonté de l'ANP de promouvoir la coopération militaire entre les deux pays à de plus haut niveau et à l'étendre à d'autres domaines d'intérêt commun. Un mot d'énergie à présent, à l'approche du lancement du 7e forum des pays exportateurs de gaz prévu le 29 février prochain. Le ministre algérien de l'énergie et des mines, Mohamed Arkab, a reçu ce mardi à Alger une délégation du GECF conduite par son secrétaire général Mohamed Hamel dans le cadre du suivi des préparatifs du sommet des chefs d'État et du gouvernement du forum. Les deux parties ont passé en revue les objectifs stratégiques du GECF, en plus des voies de renforcement de la coopération scientifique et technologique entre ses États membres pour trouver des solutions et des innovations dans le domaine gazier, notamment à travers l'Institut de recherche sur le gaz.
Et dans ce même contexte, Mohamed Arkab a également participé à l'inauguration ce mardi de la plateforme numérique dédiée au sommet du Forum des pays exportateurs de gaz. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. À cette occasion, je souhaite m'exprimer au nom du Forum, nos remerciements et gratitude et notre appréciation à l'Algérie pour sa généreuse organisation du 7e sommet sous l'égide de son Excellence le Président de la République Abdelmadjid Tebboune. Je souhaiterais également transmettre nos reconnaissances les plus sincères à tous ceux qui ont participé et contribué à l'organisation et préparation de ce sommet. Je souhaiterais également transmettre une félicitation spéciale à l'équipe qui a travaillé pour réaliser la plateforme dédiée au sommet, comme vous l'avez constaté. Ce site compose une plateforme électronique importante qui contient des informations précieuses sur cet événement international. Il est considéré comme un lien entre les organisateurs et les participants partout dans le monde, sachant qu'il contient plusieurs rubriques scientifiques, journalistiques et offre un espace d'information sur cet important événement dans le domaine du gaz, ce qui va permettre d'examiner les développements actuels dans ce domaine. Et via cette plateforme, le président Abdelmadjid Tebboune a adressé un message aux participants au sommet en leur souhaitant la bienvenue à l'occasion de cet événement international du gaz. Le président Tebboune a déclaré que l'Algérie accordait une attention croissante au gaz naturel en tant que source d'énergie cruciale pour le développement économique et social, une attention qui sera au cœur des discussions de ce sommet. Direction l'Europe à présent, où les agriculteurs espagnols ont stationné leurs tracteurs ce mardi près de la ville de Gérone, au nord de la Catalogne, pour bloquer la circulation sur les principales autoroutes du pays, se joignant ainsi aux manifestations qui se propagent à travers l'Europe, alors que la colère grandit dans le secteur. Comme leurs voisins européens, les agriculteurs espagnols affirment qu'ils sont accablés. Et dans le même dossier, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, propose le retrait d'un projet législatif visant à réduire de moitié l'usage des pesticides dans l'Union européenne, bloqué par les eurodéputés et fustigé dans les récentes manifestations agricoles. La Commission a proposé un amendement dans le but louable de réduire les risques liés aux produits chimiques phytopharmaceutiques, mais la proposition est devenue un symbole de polarisation. Elle a été rejetée par le Parlement européen. Il n'y a plus de progrès non plus au Conseil. Il faut donc faire quelque chose et c'est pourquoi je proposerai au Collège de retirer cette proposition. Et puis ce drame en Turquie, 2 personnes ont été tuées par la police ce mardi à Istanbul alors qu'elles tentaient de s'en prendre aux policiers qui gardent le palais de justice. Une personne est morte lors de l'attaque et 5 autres dont des policiers ont été blessés. Un attentat qui a fait réagir le président Recep Tayyip Erdogan, qui s'est justement exprimé ce matin après le décès d'une des victimes. J'adresse mes sincères remerciements à notre peuple et à notre système judiciaire suite à l'attaque qui s'est produite tôt dans la matinée au palais de justice à Istanbul. Je félicite nos forces de sécurité qui ont réussi à inhiber l'attaque dans un délai très rapide. Un homme et une femme terroristes ont été neutralisés par nos policiers avant de réussir leur objectif diabolique. Nous poursuivrons notre lutte contre toutes les organisations terroristes et leurs partisans. Je tiens à remercier Dieu et je présente mes sincères condoléances à la famille de l'un des blessés qui a perdu la vie. Le roi Charles III atteint d'un cancer découvert pendant une opération récente de la prostate qui va le tenir à l'écart de la vie publique pendant une durée indéterminée, moins d'1 an et demi après avoir succédé à sa mère, la reine Elisabeth II, a annoncé hier lundi le palais de Buckingham. Le cancer dont souffre le roi a été détecté tôt. C'est ce qu'a déclaré ce mardi le Premier ministre britannique Rishi Sunak, qui s'est montré optimiste et qui dit qu'il restera en contact étroit avec le monarque pour gérer les affaires du pays.
Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur L24 News.